On va voyager en fait entre deux grandes œuvres d'art que peut-être certains d'entre vous ont déjà vues, mais peut-être ne vous y êtes-vous pas suffisamment arrêté. Et donc ce soir, bien sûr, on va parler de la fête et on va essayer de voyager entre le déjeuner aux huîtres. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer, de Jean-François de Troyes, il est là. Je vous invite surtout à aller visiter chez Ruinart à Reims, finalement, le couloir d'entrée. Et le déjeuner aux huîtres, c'est ce qui trône à l'entrée de chez Ruinart. Et vous y voyez une assemblée de convives. Ce tableau date de 1735. C'est parce qu'en fait, Ruinart, pour ceux qui boivent souvent du Ruinart, a été créé en 1729. Et sur ce tableau, on voit pour la première fois représenter des bouteilles de Ruinart. Nous y reviendrons. La deuxième œuvre d'art sur laquelle j'aimerais que nous réfléchissions ensemble et à propos de laquelle nous apprenions à voir que la fête, c'est une merveille, une alchimie qui réunit 5 sens. C'est la Dame à la licorne. Et donc il y a 6 tapisseries, une pour chaque sens, et la 6e qui parle de cette harmonie des 5 sens. Ces 5 sens qui, réunis merveilleusement, donnent lieu à diverses interprétations, que ce soit justement la communion des sens et la possibilité de la fête, la possibilité de l'amour, et comme plus récemment certains historiens de l'art l'ont dit, en réalité justement c'est la capacité à oublier ses sens pour se consacrer à la sagesse. Dans tous les cas, que ce soit dans le déjeuner aux huîtres ou dans la Dame à la licorne, on se retrouve dans des œuvres d'art clés qui parlent de la beauté de la fête par une harmonie des 5 sens. Cette introduction étant faite, je reviendrai donc sur 3 choses pour parler de la fête. La première chose, c'est que la fête, c'est un incontournable. C'est-à-dire, ne vous posez pas la question de savoir s'il faut faire la fête ou pas. Il faut se poser la question de savoir comment faire la fête. Nous y reviendrons. La deuxième chose, et puis ce soir, on pourra deviser et faire une magnifique mise en abîme, faire la fête ensemble. La deuxième chose, c'est que la fête ne se suffit pas à elle-même. On ne peut pas vivre de la fête. La fête doit reposer sur de l'authenticité, du partage, du passé et du futur. Le troisième point, sur lequel nous reviendrons, c'est que la fête, c'est cette harmonie des 5 sens que nous avons évoquée, mais qui doit soit donner du sens, soit créer du sens. 3 points donc. La fête, c'est incontournable. La fête, ça ne se suffit pas à soi-même. Et la fête, c'est la fête des sens pour donner plus de sens. La fête, c'est un incontournable. Alors pourquoi c'est un incontournable? On a tous vu dans nos cours d'histoire la prise du palais d'hiver en 1917. Certains y ont vu une expression du peuple qui voulait plus de liberté. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu les thèses historiographiques assez denses sur le pourquoi de l'invasion du palais d'hiver? Ils voulaient faire une énorme teuf, c'est ça que vous allez me dire? Alors qui a dit oui? Quelle était? Il y a une thèse, oui? Parce que tout s'est passé par hasard d'abord. Et en fait, Lénine est parti tout seul et a rameuté les gens. Et pourquoi ils l'ont suivi? Pourquoi ils l'ont suivi? Une partie des gens, alors que l'alcool était interdit en Russie et qu'on ne pouvait plus boire de vodka, pensaient que le seul endroit de l'Empire où il restait à boire, c'était les caves du palais d'hiver. Ok? De l'idéal à la réalité, il y a vraiment un tout petit pas. Le deuxième point, on est avenue MacMahon. On n'est pas loin de l'avenue d'Iéna. L'avenue d'Iéna, certains diront, quand ils connaissent un peu Napoléon, tiens, en fait, c'est pas vraiment une victoire. Bon, d'ailleurs, est-ce qu'on se serait bien vu habiter avenue d'Auerstadt, sachant que c'est la vraie victoire de ce jour-là qui a été remportée par Davout. Mais en fait, pourquoi est-ce que les soldats français ont balayé à 30 contre 60 000, avec Davout et non pas avec Napoléon, les meilleures forces de Prusse? Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient particulièrement enthousiastes et agacés. Est-ce que vous connaissez la déclaration de Bamberg? Lisez-la. Quelques jours avant la bataille d'Iéna, tout comme Napoléon avait motivé ses troupes avant la campagne d'Italie par le fait que les magasins de l'ennemi étaient pleins, tout comme avant Austerlitz, il avait su leur dire que de toute façon, il était tellement génial qu'ils allaient gagner. Cette fois, pour les animer, vous savez ce qu'il a fait? Il leur a tout simplement dit qu'après la victoire d'Austerlitz, l'objectif c'était de faire une paix durable et de rentrer dans les foyers.
j'en profite, ça n'a rien à voir avec la fête, mais Napoléon n'a quasiment jamais déclaré la guerre. On en parlera une autre fois. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les Français rentraient à la maison et que des fêtes magnifiques étaient prévues, eh bien, en réalité, la Prusse s'est réveillée un peu tard et a déclaré la guerre à la France. Et dans la déclaration de Bamberg, en fait, ce que dit Napoléon, c'est pas on va aller refaire la guerre, on va défendre l'Europe, on avait prévu de faire la fête et il nous empêche d'aller la faire. Et il a dit on a deux possibilités, les gars. Soit on rentre, soit on va les déglinguer. Il a dit ça avec ses mots à lui. Mais le cœur du message, c'est pensez bien que nous étions attendus, que la fête était prévue. Et les soldats, dans différents courriers, écrivent ouais, c'est une affaire de 3 jours, on va régler ça et on arrive. Hein, quoi. Et rappelons-nous quand nous étions plus jeunes, loin de Napoléon, d'Auerstadt et de Davout, quand on voulait sortir le soir, là, que les premiers amis autour de nous commençaient à organiser leur boum et que nous, on n'avait pas le droit d'y aller, est-ce que les parents, ça ne devenait pas le pire ennemi du monde? Est-ce qu'on n'était pas prêt à tout pour sortir par la fenêtre, aller à une soirée et se retrouver, petite transition. Donc vous voyez, c'est un besoin vital. La fête, c'est un besoin vital. Et se retrouver, petite transition, comme Pinocchio, deuxième partie. Comme Pinocchio le lendemain matin du pays des jouets, vous vous en souvenez peut-être? La fête, donc, ne s'épuise pas elle-même, elle ne se suffit pas à elle-même. La fête, c'est aussi bien un besoin vital et une extraordinaire opportunité qu'un risque majeur. Rappelons-nous de Cendrillon. Cendrillon, elle doit rentrer avant minuit. Combien d'entre nous ont regretté peut-être des sorties un peu tard? Cendrillon, pourtant, si elle n'était pas sortie, n'aurait pas rencontré l'amour de sa vie. La fête est dans cette ambivalence. La possibilité de rencontres improbables, de rencontres merveilleuses et d'enthousiasme pérenne, et le risque de tout perdre et de se retrouver finalement au milieu du beau monde, la risée de tous et de toutes. C'est pour ça que Cendrillon veut rentrer tard, elle part précipitamment, laisse sa chaussure et rencontre le prince. La fête, c'est donc une exigence. La fête, c'est une exigence. Sans l'exigence de la fête, sans l'exigence de l'organisation, on risque énormément que l'on soit du côté des participants ou du côté des organisateurs. Les opportunités de la fête, donc, et les risques. Les opportunités de la fête, c'est la rencontre. Finalement, c'est Talleyrand. Talleyrand. Comment ne pas parler de Talleyrand? Talleyrand, évêque d'Autun. Génial. Et c'est lui qui est resté dans l'histoire comme un des maîtres, des protagonistes de la fête. Madame de Staël le saluait, et qui, je ne sais plus exactement la phrase, peut-être certains la connaissent mieux que moi, elle parlait du fait qu'elle se serait ruinée pour écouter la conversation de Talleyrand si tant est qu'elle fut payante. Et Talleyrand, il avait acheté un domaine dans le Bordeaux. Et tout d'un coup, c'est Napoléon qui devient le chef. Et Napoléon, qu'est-ce qu'il aimait comme vin? Les vins de Bourgogne. Talleyrand se rend compte que c'est plus du tout à la mode. Il revend son château de Bordeaux et il se remet dans le Bourgogne. Pourquoi est-ce qu'on est allé en Algérie? Pourquoi est-ce qu'on est en Algérie? Pourquoi est-ce que le dé d'Alger soufflette l'ambassadeur de France à Alger? Parce que Talleyrand s'était tellement endetté pour organiser des fêtes. Et il avait emprunté du pognon urbi et orbi. Et en 1830, on devait encore de l'argent à l'Algérie, qui n'était pas encore l'Algérie à l'époque, mais pour des fêtes organisées. Et finalement, Talleyrand, ce n'est pas le seul qui a été au pouvoir de 1789 quasiment à 1830. Et comment il a fait, quoi? Il n'y a que Fouché, ouais, mais il s'est barré vite. Hein. C'est-à-dire qu'en 1818, Fouché, il s'en va. C'est-à-dire que Talleyrand, lui, ça va. Lui, c'est bon. Mais Fouché, pourtant, le maître de la police, s'en va. Donc c'est quand même extraordinaire. Et vous voyez, rappelons-nous de Talleyrand, pour savoir que la fête, c'était facteur de création, d'opportunité. Et Barras, qui réunit Napoléon et Joséphine, Barras qui se sert des formes de Joséphine pour séduire Napoléon et pour l'utiliser dans un premier temps. La fête utilise les personnes qu'elle réunit et dans le déjeuner aux huîtres, vous voyez toutes ces personnes réunies, captivées par la fête et les organisateurs qui manipulent et qui organisent. Barras, Talleyrand ont eu leur pouvoir grâce à la fête. Rappelons-nous aussi d'un film simple, mais qui parle d'un sujet tragique et hautement débattu, la liste de Schindler. Qui se souvient du début du film? Avec finalement ce personnage que personne ne connaît au début du film et qui paye 3-4 bouteilles aux bonnes personnes.
Et lorsqu'il arrive, c'est un inconnu, à la fin de la soirée, c'est l'influence. C'est la personne qui gère, c'est la personne qui règne. C'est ce mot que j'aime tellement dans ce pays qui me fait parfois tant douter, l'Angleterre. The clout. Nous ne l'avons pas en France. C'est l'influence informelle. La fête permet l'influence informelle. Est-ce que tu es invité? Est-ce que tu peux y aller? Est-ce que tu connais? Et c'est là où on rencontre et c'est là que les décisions se prennent. Rappelons-nous qu'une carrière réussie, c'est au début de la vie, on travaille. Après, à bout d'un moment, on travaille, on fait des déjeuners. Après, on travaille, on fait des déjeuners, on fait des réunions. À la moitié de sa carrière, on ne fait plus que des déjeuners et des réunions. Et quand on est vraiment bon, on fait du golf et des soirées. Hein? Donc, si en début de carrière, on cravache comme des dingues et qu'on ne prend pas de décision et qu'en fin de carrière, on fait du golf et des soirées et qu'on décide de tout, c'est que de Barras à Schindler, en passant par les mecs qui font du golf, c'est en soirée que ça se décide. Donc les soirées, honnêtement, c'est obligé parce que c'est un besoin vital. Les soirées, c'est obligé parce que c'est une opportunité de pouvoir. Les soirées, c'est un risque phénoménal. On connaît tous Dracula, mais le vrai Dracula, il a existé. Hein. Vlad l'Empaleur, le gars qui, avec 10 000 valaques, a résisté au gars qui venait de prendre Constantinople en 1453. C'est-à-dire qu'il y a Mehmed II qui vient de détruire l'Empire byzantin et il y a Dracula et ses 10 000 déglingués qui résistent. Ce gars-là était un phénomène. Aujourd'hui, en Roumanie, Dracula est encore adulé. Et pourtant, pour ceux qui sont un petit peu intéressés à son histoire, Dracula, il s'appelle Vlad l'Empaleur. Pourquoi? Parce que son père s'était fait tuer par les boyards. Et son frère s'est fait violer pendant des années en tant que janissaire turc. Et beaucoup disent que psychanalytiquement, on peut se dire que si Vlad est devenu l'Empaleur, c'est que lui aussi avait quelques inquiétudes sur ce qui s'était passé entre lui et les Turcs. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dracula, il a fait une énorme fête. Et il a réuni les boyards, ceux qui avaient tué son père. Et eux, ils étaient tellement habitués à avoir le pouvoir qu'ils se disent « une fête, j'y vais ». Excusez-moi, à l'époque, c'était pas très égalité des sexes, donc ils y allaient pour les femmes, ils y allaient pour l'alcool, ils y allaient pour le pouvoir. Ils oublient complètement le fait qu'ils prenaient un risque phénoménal. Dracula ferme les portes, on empale 90%, selon les livres, c'est entre 5 000 et 50 000, donc 50 000 c'est trop. Et il les a empalés tous dans la montagne autour. Et sachez qu'il y a cette histoire assez intéressante, on ne sait bien sûr pas si elle est vraie, mais en tout cas elle est symbolique. Ça sentait tellement mauvais, mais Dracula mangeait au milieu, qu'un de ses serviteurs s'est plaint de l'odeur. Dracula lui a dit « Écoute, je ne supporterai pas que tu continues de souffrir. L'odeur est tellement incommodante, on va t'empaler tout en haut de la vallée. Et comme ça, tu ne sentiras plus rien. » Et il l'a empalé. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Cette histoire, elle existe aussi dans Game of Thrones. C'est plus impressionnant. Là, on est vraiment dans la vérité vraie. Hein, je ne veux surtout pas faire un spoil, mais dans Game of Thrones, vous avez les noces rouges à un moment. Hein, et toi, tu es là, tu regardes la série, tu te dis « ça va mal finir. N'y allez pas, les mecs, ce mariage, je ne le sens pas. » Bon, et vous verrez comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 3, il faut s'y mettre, quoi, ou 5, je ne sais plus. Mais l'idée, c'est que, vous voyez, dans ces deux exemples, on va retrouver cette parabole de Pinocchio. Pinocchio, qui est un formidable roman d'éducation. Pinocchio qui a tout pour rentrer à la maison, retrouver le Geppetto, et il le comprend de plus en plus au travers du roman. Et il suit sa mauvaise conscience, n'écoute pas Gemini, et se retrouve à partir au pays des jouets, fait la fête 3 jours, et se retrouve le lendemain, inutile d'être savant pour voir la métaphore, vendu pour sa peau d'âne sur le marché en place publique. La soirée, donc, c'est un énorme risque, effectivement, au niveau des participants. Et juste très rapidement, combien de fois a-t-on été à des fêtes d'entreprise où il n'y avait personne, où on s'ennuyait, on est là, on ne sait pas ce qu'on doit se dire, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas si on peut boire, on ne sait pas si on peut faire la fête. On a vu dans certaines entreprises, 700 personnes invitées, 300 participants. Une gabegie impossible à définir. On a vu des fêtes d'entreprise organisées à 2 endroits au même moment, avec la moitié des salariés à un endroit, et en fait, il n'y avait pas eu de coordination. Et en fait, le participant qui gâche sa vie ou qui se comporte mal ou qui va se faire avoir dans la soirée, certes, il doit être vigilant quand il va à une fête, mais c'est la dernière partie sur laquelle nous arrivons, c'est que l'organisateur prend un risque énorme à penser que la fête, pour fondamentale qu'elle soit, pour extraordinaire que soient les opportunités qu'elle offre, elles ne doivent pas être organisées méticuleusement. La fête, c'est un laisser-aller, c'est un laisser-prise.
Lâcher prise, pardon, c'est une possibilité de se libérer, de se ressourcer, de se rencontrer, de parler différemment, de se révéler avec les autres et de pouvoir le lendemain au travail ne pas jouer un rôle, mais finalement s'être rencontré différemment. C'est une opportunité extraordinaire. Toutes les entreprises, plus ou moins, savent qu'elles doivent organiser une fête. Mais il faut penser. Et la fête, ça s'organise. Voire la fête, ça s'externalise auprès de prestataires professionnels. Pourquoi ? Parce qu'une fête dont on ne pense pas le sens global, et une fête qui n'est pas la clé de voûte d'authenticité et de partage au quotidien, c'est une fête qui va sentir le faux. C'est une fête qui ne va pas vivre d'elle-même, c'est une fête qui ne donnera pas envie de se réunir. On a tous en tête, par exemple, les handballeuses françaises, championnes du monde il y a quelques années de cela. On a tous en tête des réjouissances entre nous autour de... J'entendais quelqu'un, là je passais, qui disait à un camarade, « En fait, le deal, il est passé, mais génial !» Mais ça, on fête quelque chose. La spontanéité, elle se fait. Lorsque le Stade Rochelais gagne son match contre les Harlequins dimanche, pour la première fois, le Stade Rochelais est en Coupe d'Europe, Heineken, la top Coupe d'Europe, il gagne, il se qualifie. Ça, c'est une fête. On partage du passé. Mais si on veut organiser du futur, au-delà peut-être de passé, parfois qui ne sont pas toujours là, il faut donc penser le sens de la fête. Et je conclurai donc cette troisième partie sur le sens et l'essence. Le sens, c'est ce qu'on apprend à l'armée, paradoxalement. J'ai eu l'occasion de passer à Saint-Cyr et j'ai jamais ensuite pu rentrer dans l'armée. Et il se trouve qu'à Saint-Cyr, j'ai appris l'effet majeur, la notion d'effet majeur. L'effet majeur, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit c'est quoi l'objectif ? Le responsable qui organise une fête doit avoir un esprit quasiment militaire, mais en fait, il doit toujours tout simplement se poser la question de l'objectif. Quel est l'effet majeur de ma fête ? Pourquoi est-ce qu'on se réunit ? Est-ce que c'est pour faire la fête, vraiment ? Est-ce que c'est pour se rencontrer ? Est-ce que c'est pour illustrer les valeurs de l'entreprise ? Est-ce que c'est pour se ressouder ? Est-ce que c'est pour permettre à des équipes qui ne se connaissent pas de se rencontrer ? Selon l'objectif qu'on assigne à la fête, on n'organisera pas ce moment de la même façon. C'était le premier point et le dernier point, l'avant-dernier point et le dernier point. À la fête, il faut penser aux 5 sens. Et avant d'arriver ici, je m'étais renseigné sur l'endroit où nous allions nous retrouver pour être sûr de ne pas commettre d'impair. Mais regardez comme David et Olivia nous reçoivent. Nous avons des petits fours que nous regardons avec le ventre vide et beaucoup de courtoisie à l'âme. Et nous nous disons, bon, si je prends tout dans la main, c'est pas poli, mais pour autant, on a envie, c'est beau, c'est bon, il y en a plein, on a envie de goûter. Et on se dit, bon, je peux en prendre qu'un. Attends, je prends un deuxième, allez. Qui a osé en prendre 3 ? Ce que je veux dire, c'est que tout le monde y a pensé. Donc on est bien reçu, on mange bien. Les vins sont bons, Louis Latour. On en parlait avec un ami qui travaille chez Ruinart et qui est ici ce soir, et qui me disait, ah, ce vin-là, on en a déjà parlé tous les deux. Les lumières sont belles. On s'est tous posé la question de savoir si c'était un vrai ou pas. C'est un faux. La musique n'est pas encore là, mais en tout cas, les conversations sont enjouées. On entend des choses assez belles. Et finalement, on se touche, on se serre, on se croise, on est tellement nombreux, on est tout. Les 5 sens sont réunis. Et je conclurai donc en vous disant qu'effectivement, la fête est un incontournable. Qu'il ne faut pas s'affranchir de la pensée. Que la fête est une formidable opportunité, mais le mot formidable, étymologiquement, veut dire dangereux. Formidabilis, ça voulait dire épouvantable. Et avec le temps, c'est devenu merveilleux. Donc pensons à cette évolution de l'acception du mot formidable pour penser que la fête est une opportunité autant qu'un risque. Et disons-nous, pour maximiser la possibilité de la fête et de sa splendeur, il s'agit de penser le sens de la fête et les 5 sens réunis. Et je conclurai donc avec ce déjeuner aux huîtres. Dans le déjeuner aux huîtres, tableau que j'espère que vous irez tous regarder, on se dit, mais tiens, il n'y a pas tous les sens. Parce que finalement, on n'entend rien sur ce tableau. On n'a pas l'occasion d'entendre les convives et on ne voit pas s'ils parlent. Mais dans un coin du tableau, vous verrez 4 personnages réunis qui ont les yeux rivés sur le plafond et vous verrez un bouchon de champagne qui vole et on imagine qu'il y a eu ce fameux qui n'est pas du tout poli. Mais justement, on s'affranchit de cette politesse quand on est un peu emporté par la fête. Donc voilà, j'étais juste heureux de partager avec vous ce bonheur de la fête, cette passion pour la fête qu'on a tous pratiqué de différentes façons. Et je vous souhaite juste de passer une merveilleuse fête ce soir tous ensemble avec David et Olivia. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bravo.